Hello, bienvenue sur ce café Graines de conscience, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous qui me regarderez finalement en premier quand je lance mon live. Les personnes qui sont en replay, bienvenue sur le replay. Je sais que c'est pas forcément évident d'être là en live, même si ça permet pas du coup d'échange ou de questions, mais bienvenue à vous, et même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou pour dire que vous êtes passé par là. Je me ferai un plaisir de vous saluer. Bienvenue aux personnes qui arrivent en live. Je vais attendre quelques secondes, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver avec son petit café. Moi j'ai le mien. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là pour me dire qui est là, que je puisse vous dire bonjour. C'est sympa ces moments en fait. Enfin, je dis en fait parce que c'est tôt pour moi. Ce que je vous disais l'autre fois, c'est toujours un peu tôt. Moi, c'est un moment où je suis en train d'à peine émerger habituellement, mais c'est sympa. Ça permet de se réveiller aussi en douceur. Bon, qui est là? Qui est là? Je vois qu'il y a des gens, mais je ne sais pas qui est là. Dites-moi qui est là. J'ai toujours mon dress code pink, pour ceux qui me suivent et qui ont vu en story, du brunch de dimanche. Alors, soit je vois pas vos commentaires, alors ils vont arriver encore tard, parce que parfois, je sais pas pourquoi. Attendez, je regarde sur mon ordinateur. Je vois pas du tout de commentaires, et ça m'étonne, parce que généralement, vous me dites bonjour quand même. Et bah ouais, c'est ça, je les vois pas. Bon, ils vont arriver sûrement en décalage. Tant pis, sinon je vais regarder. Alors du coup, je vois que Sandrine est là. Salut Sandrine. Salut Michel. Salut Marlène. Salut Bérangère. Tac. Bon, alors, les injonctions contradictoires. La question des injonctions contradictoires, elle est importante dans tout type de processus de développement personnel, de travail intérieur, parce que c'est ce qui ramène à soi. Ça ramène à qui je suis, ça ramène à qu'est-ce que j'aime, ça ramène à quelles sont mes valeurs, ça ramène à quelles sont mes limites, et ça ramène à pourquoi je le fais, pour qui je le fais, pourquoi je suis dans tel ou tel comportement, pourquoi je suis dans tel ou tel type de conduite et pour qui je fais ça. Et dans nos accompagnements en tant que thérapeute, et puis pour les thérapeutes, on pourra se retrouver après sur Zoom pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges et faire des liens peut-être avec vos accompagnements ou vos clients. Eh bien, pour nous, c'est important parce que c'est guider en fait notre client pour qu'il revienne à lui. Et c'est souvent, quelle que soit la problématique avec laquelle la personne vient nous voir, c'est souvent la demande cachée et profonde de la personne. J'avais fait une masterclass au mois de octobre, je crois, qui est d'ailleurs accessible dans le groupe, sur les professionnels en fait qui sont éveilleurs de conscience et qui sont humanistes. Parce que je crois sincèrement que les gens qui viennent nous voir, même s'ils sont avec des problématiques de vie qui sont très concrètes, eh bien, ils viennent avec une demande de sens. Ils recherchent du sens à ce qui leur arrive et ils cherchent à reconnecter au sens de qui ils sont, pourquoi ils sont là. Et du coup, travailler sur ces injonctions contradictoires, ça permet justement de les accompagner dans ce travail sur eux-mêmes, et bien à se reconnecter à eux et à oser s'autoriser à être eux-mêmes. Donc, grand sujet, on a à peine 30 minutes pour en parler, alors forcément qu'on ne va pas rentrer en profondeur dans le sujet, mais on va essayer d'évoquer pas mal de points. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, les amis thérapeutes, amis particuliers? Est-ce que les injonctions contradictoires, c'est quelque chose qui est
Salut Antide, ah ben, je suis contente de te voir passer, même si tu t'en vas et que tu regarderas la suite en replay. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous? Salut Marianne, je regarde en bas parce que je vois pas vos commentaires sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je suis obligée de regarder sur mon ordinateur. J'espère que je vais voir vos commentaires. Bon, sinon, tant pis, je vais faire sans. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ah, peut-être que si vous en mettez plein, ils vont finir par arriver sur mon téléphone. Je sais pas, c'est étonnant. Salut Nassima. Sandrine, tu dis « Oh que oui ». Bon, j'arrive au moins à voir ton commentaire à toi, Sandrine. Alors, c'est quoi une injonction? Une injonction, alors j'en ai déjà parlé dans des précédents cafés, et je vous avais d'ailleurs dit que si on était vraiment comment dire, si on restait vraiment dans les clous de l'analyse transactionnelle notamment, une injonction c'est plutôt négatif, c'est ne sois pas ci, ne fais pas ça, etc. Alors qu'un driver ça va être plutôt quelque chose de positif, fais des efforts, sois gentil, etc. Là, on va parler de l'injonction au sens, j'allais dire, plus vulgarisé du terme, ce qui est en fait un ordre, quelque part, reçu de l'extérieur, de manière formelle ou informelle. Donc ça peut être soit quelqu'un ou quelque chose ou une autorité qui vient nous dire de manière formelle, eh bien voilà, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu te comportes comme ça, ou qui nous le dit de manière informelle, c'est-à-dire que le message passe même si c'est pas verbalisé. Et puis il y a aussi les injonctions, elles viennent aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'elles viennent de ce qu'on croit recevoir par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on comprend et par rapport à ce qu'on perçoit. Et là, c'est notamment les enfants. De toute façon, les injonctions nous viennent beaucoup de l'enfance. Les enfants qui vont voir le comportement de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs copains, copines, de la famille, des adultes entre eux aussi, et qui, en fonction de ce qu'il va observer, eh bien, il va comprendre qu'il doit se comporter de telle ou telle manière, qu'il doit adopter telle ou telle attitude, et ça va créer donc une injonction à être, à faire particulière, qui va être liée à ce qu'il perçoit et qui ne lui aura pas forcément été dit. Et d'ailleurs, quand on travaille en thérapie avec les adultes, ils vont pouvoir dire ou faire sortir le fait que mon père m'a transmis telle ou telle chose, ou mes parents m'ont dit d'être comme ça, j'ai compris qu'il fallait que je sois comme ça, mais les parents ne l'ont pas forcément dit, et c'était pas forcément d'ailleurs leur intention, mais l'enfant a ses propres filtres. Du coup, ça vient d'où ces injonctions? Salut Stéphanie, salut Séverine. Je vois pas vos commentaires sur mon téléphone, alors je suis désolée si je mets du temps à vous saluer. Je sais pas pourquoi ça fait ça ce matin. Salut Valérie. J'essaye quand même de... Ce serait cool que je vois vos commentaires en... Attendez, peut-être que si j'ouvre... Tac, tac, tac. Ouais, on va voir. Elles viennent d'où en fait ces injonctions? Elles viennent de plein d'endroits différents. Elles viennent, donc je le disais, elles viennent de nos parents, elles viennent de la cellule familiale, donc c'est pas forcément nos parents vers nous, ça peut être nos parents entre eux, nos parents vis-à-vis de nos frères et sœurs, nos parents vis-à-vis d'autres adultes. Je prends souvent l'exemple, moi je me souviens que mes parents, par exemple, dans la voiture, quand on repartait de chez des gens, il pouvait arriver qu'ils discutent des personnes et puis qu'ils portent un jugement sur ces personnes-là, sur la manière dont on avait été reçu, sur des propos qui avaient été tenus. Et nous, enfants, dans la voiture derrière, on entend tout ça. Et donc, on en déduit que nos parents n'acceptent pas tel ou tel type de comportement, que quand on reçoit quelqu'un, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Et du coup, eh bien, on en retire une injonction à être qui est quand tu reçois, tu vas te comporter de telle manière avec tes invités, par exemple. Ça peut être donc au milieu de la cellule familiale, ça peut être la famille en général, comment se comportent les grands-parents,
les propos qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de nous, quand ils nous disent bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, oh t'es mignonne quand tu fais ça, oh là là qu'est-ce que t'es gentil, ou oh mamie elle t'aime quand tu fais ci, tu fais ça, ou que la grand-mère va porter un jugement sur le comportement du frère, du cousin, etc. Tout ça, ça crée un maillage qui fait que l'enfant va se développer avec une carte du monde qui est, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a tout ce qui se passe à l'école, donc les professeurs, les enfants entre eux aussi, tout le système éducatif de manière générale, y compris, alors quand je dis système éducatif, c'est aussi tout ce qui est éducation sportive, qu'on peut retrouver dans les loisirs, etc. Tout le système social. Et puis les injonctions, elles viennent aussi de l'inconscient. Alors, pas l'inconscient individuel, puisque l'inconscient individuel, lui justement, il se construit sur tout ça, mais sur l'inconscient collectif et l'inconscient familial. On est, pour ceux qui ont vu certaines de mes interventions dans des sommets, on est tous reliés. On est reliés par nos inconscients individuels qui constituent l'inconscient familial et collectif. Et tout ça porte des injonctions. Dans l'inconscient collectif, il peut être sociétal, il peut être culturel, il peut être lié à un pays, il peut être donc géographique. Il y a un inconscient collectif des femmes aussi. On porte en nous, souvent je parle quand je parle notamment des abus sexuels par exemple. Et je dis souvent qu'il faut, quand une femme dit « Ah, je me demande si j'ai pas vécu des choses », je dis toujours attention parce que ça fait partie de l'inconscient collectif aussi de la femme, parce que ça existe, ça a existé, et que les femmes en général, on porte en nous, dans notre inconscient collectif féminin, cette peur de l'abus sexuel, d'être violentée sexuellement, et du coup, bien parfois ça se réveille et ça amène à des questionnements qui ne sont pas forcément en lien avec une réalité. Je regarde si vous... On parle des il faut que... Oui, bien, du coup, les injonctions ne se créent pas forcément avec un il faut que, ça peut, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'injonction, elle peut être exprimée de manière formelle ou informelle. Formelle, ce serait il faut que tu fasses, il faut que tu sois, etc. Mais le il faut que, en fait, c'est toutes ces injonctions en fait, qui viennent de tous ces endroits-là que je viens de vous décrire, eh bien, on va se les approprier. Et c'est là que ça devient un il faut que. On va se les approprier. Et on va se les approprier pourquoi ? On va se les approprier pour être aimé. C'est l'ego en fait qui crée à ce moment-là, et puis après il va le faire aussi progressivement, l'ego va créer une séparation entre qui on est et qui on croit devoir être. C'est là qu'en fait on se coupe de notre essence, on se coupe de notre soi, de notre vérité intérieure, pour être aimé. L'ego, c'est ça, hein, cette séparation qu'il crée, ces dualités qu'il crée dans notre intériorité et puis dans le monde, parce qu'il crée de la séparation, hein, l'ego, dans les relations, etc. C'est parce qu'il essaye de se protéger, parce qu'il ne veut surtout pas ressentir le non-amour ou le rejet. Donc du coup, pour être aimé, il va mettre en place des stratégies. Et dans cette séparation en fait qu'il va créer sur la base de ces injonctions pour être aimé, eh bien, il va mettre en place, l'ego et donc nous, on va mettre en place des masques qui vont nous amener à être dans tel ou tel type de personnalité qui ne nous correspond pas forcément complètement. Parfois, il y a des bouts de cette personnalité qui nous correspondent réellement, d'autres pas. Parfois, on est complètement dans un jeu, dans un théâtre avec nous-mêmes puis avec les autres. On est complètement hors personnalité profonde. Ça va nous amener donc à mettre des masques. Ça va nous amener aussi cet ego donc, qui nous fait adopter finalement une attitude qui n'est pas qui on est. Eh bien, ça va nous amener dans des sentiments aussi inconfortables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ressentir de la honte, de la culpabilité, parce que finalement, quand on va adopter
un comportement qui ne correspond pas, comme tu le disais Séverine, au il faut que je me suis que j'ai posé en moi, eh bien je vais ressentir de la culpabilité, de la honte, parce que je ne corresponds plus à ce moment-là à ce il faut que auquel je me suis accrochée pour me sentir aimable et me sentir aimée. Et puis, j'ai pas compris, Valérie, des masques, c'est une injonction? J'ai pas compris. Oui, les masques, oui, les masques sont issus d'injonctions, notamment intérieures. Et puis, cette séparation donc, que va mettre en place l'ego, cette séparation entre qui je suis et qui je crois devoir être, eh bien, c'est ce que je vous disais, ça va amener à être dans tel ou tel type d'action ou de comportement. Et en fait, on a une part de nous qui va veiller à maintenir cette séparation de nous avec du nous en fait qu'on est réellement, avec ce nous qu'on essaye de montrer aux autres, à la société, à nos amis, à la famille, et puis parfois à nous-mêmes. Cette séparation, elle est maintenue par... alors, en Libé, on parle, donc dans la libération intégrative des blessures émotionnelles de l'enfant intérieur, on parle du parent juge. Après, dans différentes disciplines, il peut porter d'autres noms. Ça peut être le critique intérieur, ça peut être le censeur intérieur. C'est une sorte de police intérieure qui vient veiller à ce qu'on respecte justement ces injonctions et qu'on soit dans le « il faut que ». Et c'est ça qui fait que dès qu'on sort un peu de ça, eh bien, on va ressentir de la honte ou de la culpabilité. Et ça nous arrive à tous. J'imagine qu'à vous aussi, de parfois sortir de ce que vous... Ce que cette police intérieure vous dit que vous devez être ou que vous devez faire, mais ne serait-ce que... J'allais prendre un exemple, c'est les régimes. À partir du moment où on s'est mis dans un régime, dès qu'on va sortir du rang, eh bien on va ressentir de la culpabilité, on va ressentir de la honte, parce qu'il y a ce « il faut que », tu rentres dans un régime, ben, tu vas le tenir. C'est une injonction aussi à avoir un corps qui est comme ci, comme ça, etc. Je suis désolée si je réponds pas du tac au tac à vos commentaires, mais comme je les vois pas en face de moi, qui sont sur mon ordinateur, j'ai un peu de mal à suivre. Donc on a une police intérieure. Dans la formation, c'est ce que je leur mets un schéma en fait, avec une sphère, en leur montrant cette sphère où ça c'est notre être, j'allais dire initial, celui qu'on a incarné, celui qu'on est de manière innée. Et puis en fait il y a une sorte de juge intérieur, de parent juge qui vient couper en fait cette sphère et dire voilà, là en haut c'est ce que tu peux montrer au monde, c'est ce que tu as le droit d'être, c'est ce que tu as le droit de faire, et là en bas c'est ce que tu vas cacher. Et très souvent ce qui est caché en bas, la personne ne sait même pas qu'elle porte ça en elle, elle ne sait même pas que ce sont des parts d'elle. Alors ça peut être des parts d'ombre comme on dit, c'est-à-dire des choses qu'on ne veut pas voir parce qu'on trouve ça pas joli, et parce que voilà, parce que la société nous dit que c'est pas beau, que ça a été classé dans ça, non, ça on n'aime pas. Mais il y a aussi des parts de nous qui sont plutôt belles, mais qu'on n'a jamais osé faire émerger et montrer, parce que justement on a pu voir, entendre des choses quand on était enfant qui nous ont fait croire que c'était pas un comportement ou un masque, ou pas un masque, un comportement ou une attitude qu'on avait le droit de montrer, ou qu'on pouvait montrer si on voulait du coup être aimé. Tout est vraiment en lien avec cette notion de se sentir aimé, aimable du monde extérieur. Et donc ce parent juge qu'on a à l'intérieur de nous, eh bien c'est un parent intérieur qui s'est construit sur ce qu'il a vu, notamment des adultes, sur ce qu'il a intégré de l'inconscient collectif, de l'inconscient familial, et il a posé des règles qui sont celles qu'elles sont et qui nous ont coupé de qui on est. Donc déjà en soi,
en se coupant de nous, de qui on est, de notre être véritable, eh bien forcément on se met en souffrance. Nos clients se mettent en souffrance, ils sont en tension. Quand je dis nous, nos clients, bon, nous aussi, hein, puisqu'on est des êtres humains, même si on est thérapeute. Et du coup, on se met en souffrance et en tension. Et une injonction en elle-même, elle est source de stress, parce que ça nous amène à être super vigilants à ce qu'on fait, à être en tension pour correspondre. Mais alors, quand elles sont en plus contradictoires, ces injonctions, c'est encore plus difficile parce que finalement, la personne ne sait pas où est-ce qu'elle doit aller et puis qu'elle aille à un endroit ou à un autre, finalement, elle se sent jugée et pas à sa place et pas correspondre. Et ça, ces injonctions contradictoires, elles peuvent être d'une sphère de vie à une autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une injonction dans une sphère de vie qui va être en opposition avec une injonction d'une autre sphère de vie, et puis on a des injonctions qui vont être en contradiction au sein d'une même sphère de vie. Et quoi qu'il en soit, c'est des injonctions contradictoires qui viennent créer une tension supplémentaire pour la personne. Je regarde si vous avez déposé des commentaires. Non, ça va. J'ai pas raté. Et puis moi, ce que je vois, je sais pas vous, mais c'est vrai qu'avec le développement personnel, eh bien, de nouvelles injonctions sont arrivées. De nouvelles injonctions, justement cette injonction du bien-être, du bonheur, qui est facilement accessible, cette injonction de retourner à soi, de se reconnecter à soi, puis les gens ne savent pas vraiment comment faire, et ça peut créer une forme de stress aussi chez les gens, et puis un sentiment de ne pas être à la hauteur, parce qu'on ne sait pas comment faire ou qu'on n'y arrive pas. Et oui, je crois que le développement personnel vient aussi parfois créer ces injonctions, des injonctions, malgré tout, et des injonctions qui peuvent être contradictoires avec justement des injonctions qu'on a pu avoir par le passé. Je vais vous prendre des exemples, mais pour être sûr que ça vous parle, ces injonctions contradictoires, mais par exemple, alors je vais dire une femme, un homme, ça peut être l'inverse bien évidemment, je ne veux pas rentrer trop dans des stéréotypes, mais par exemple, des hommes peuvent aimer, ils aiment avoir une femme qui est, globalement, puisque ça dépend des hommes bien évidemment, mais ils aiment avoir une femme qui est plutôt, qui a plutôt un corps agréable à regarder selon les standards qu'on nous transmet, hein, les injonctions justement, et en même temps ils aiment avoir une femme qui est bonne vivante, qui aime sortir, aller au restaurant, manger, boire, etc. Et la femme, elle se retrouve dans cette injonction contradictoire de à la fois soit une bonne vivante, aime sortir, aime manger, aime faire la fête, etc. Et puis en même temps, attention, il faut que tu restes mince, etc. Ben ça, c'est deux injonctions qui sont contradictoires et qui font que la femme, elle est en tension parce que quand elle sort, il faut qu'elle soit avec les autres, manger, boire, etc. Puis en même temps, il faut qu'elle fasse super attention à pas trop grossir. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il y a des injonctions qui sont souvent inconscientes, hein, qui, là pour le coup, ça ressortirait plutôt de l'inconscient collectif et familial, mais par exemple, il y a beaucoup de femmes qui portent en elles cette injonction de trouver un homme, d'être avec un homme qui est plutôt sécurisant, qui peut être sécurisant financièrement ou sécurisant corporellement, sécurisant dans sa présence, etc. Et en même temps, elles vont recevoir, ou elles croient recevoir, ça dépend, l'injonction de soit indépendante financièrement, soit autonome, n'aie pas besoin d'un homme dans ta vie. Donc ça crée aussi une injonction contradictoire qui fait que la personne ne sait plus en fait vers quel type de personne elle a envie de se tourner et elle se cherche dans ses relations.
on peut avoir des injonctions contradictoires qui vont être... ça, c'est un truc que je vois beaucoup, moi, dans les accompagnements que je fais, et que vous devez voir sûrement, et peut-être même que vous êtes concerné, moi je l'ai été, c'est ce côté... ben, tu dois, par exemple, travailler. Donc des femmes qui sont très, comment dire, très investies dans leur travail, qui sont pas des working girls forcément, mais voilà, les femmes indépendantes justement, qui ont un job, qui ont des responsabilités, etc. Et puis il y a de l'autre côté l'injonction à être une bonne mère, cuisiner sain, cuisiner bio, ne pas faire manger à nos enfants des produits transformés, etc. Des choses que nos parents ne faisaient absolument pas. Moi, je me souviens quand j'étais petite, ma mère travaillait beaucoup, mais alors pour le coup, c'était un peu peut-être l'avènement du produit industriel. On mangeait beaucoup de produits surgelés, picards, etc. Des trucs voilà, qu'elle achetait qui étaient rapides à faire. Enfin, ça, c'est quand elle s'est mise à travailler beaucoup. Mais il y a cette injonction contradictoire qui fait que les femmes, elles sont super en tension là-dedans. D'un côté, je dois travailler, je prends des responsabilités, je m'investis dans ma vie professionnelle. Et de l'autre côté, j'ai attention, il faut que je sois une bonne mère, il faut que je cuisine bio, il faut que je fasse manger des trucs sains à mes enfants, il faut que je les emmène à leurs activités, etc. Ça crée des injonctions paradoxales, contradictoires, qui font que la personne, eh bien, elle se sent pas à la hauteur parce qu'elle n'y arrive pas. Elle peut pas mener deux injonctions paradoxales. Elle peut pas remplir deux injonctions paradoxales en même temps, c'est pas possible. Donc du coup, il y a une sorte de tiraillement intérieur qui est hyper souffrant. Et c'est comme ce matin, il me venait ça, je me disais, c'est comme quand tu es dans le développement personnel, spirituel. Être dans le développement personnel spirituel et dire par exemple que t'aimes pas du tout le yoga, les gens ils vont faire quoi, développement spirituel et t'aimes pas le yoga? C'est pas possible. Quand t'es dans le développement personnel, spirituel, t'aimes le yoga. Bah non en fait. T'as le droit de pas aimer, ou t'as le droit de pas aimer la méditation aussi, de pas être à l'aise dans cet exercice-là. Euh, et ça crée, encore une fois, des culpabilités, le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de pas, bah non, en fait, je suis pas bien, moi, dans le développement personnel, je suis une sorte d'imposteur, je devrais pas dire que je suis dans le développement personnel parce que si j'y étais vraiment, j'aimerais faire du yoga. Bah pourquoi, en fait? Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Pareil pour un homme. Les hommes, ils reçoivent des injonctions à être solide, fort, sécurisant, parce que ça aussi, hein, ça vient de l'inconscient collectif. Et en même temps, on leur demande, aujourd'hui encore plus, d'être vulnérables, de laisser aller leurs émotions. Et c'est des choses qui sont difficiles à satisfaire, en fait, de manière simultanée. Donc on est vraiment dans des paradoxes. Au travail aussi, on le voit, des managers qui vont dire, prends des initiatives, vas-y, porte des projets, amène des nouvelles idées, et puis vas-y, fonce, crée des choses. Puis quand la personne va peut-être prendre des initiatives, et puis peut-être que soit ce sera pas la bonne, soit ça va mal se passer, soit ça correspondra pas exactement à ce qu'aurait aimé le manager, mais il va se faire taper sur les doigts, puis on va lui dire non mais attends, tu prends des initiatives alors que t'as pas validé avec moi que ceci, que cela, que machin. Ce qui est typique des managers très contrôlants, c'est-à-dire qu'à la fois ils veulent beaucoup déléguer parce qu'ils prennent beaucoup, et en même temps ils veulent tout contrôler. Donc du coup quand la personne fait, le manager il n'est pas à l'aise parce qu'il a perdu le contrôle en fait de ce qu'il a délégué. Et du coup, la personne qui a reçu cette injonction de prendre des initiatives, puis qui en même temps reçoit cette injonction de oui, mais tu prends des initiatives, mais par contre, tu les prends pas sans avoir validé avec moi des choses avant, etc. Le salarié, il se sent pareil, il se sent pas à la hauteur, et puis il sait plus en fait. Ça crée ce truc de je sais plus où je dois aller, je sais plus ce que je dois faire parce que
quelle que soit la direction que je prends, je suis pas bien. L'autre jour, je discutais avec une amie qui regardera peut-être ce live en replay puisqu'elle est dans le groupe, et elle me disait qu'elle avait rejoint une formation et qui était faite pour des professionnels qui étaient dans un domaine, une spécialité. C'était une formation certifiante, c'était pour les gens qui avaient suivi des formations dans un domaine particulier et ils suivaient une formation pour être certifiés dans cette discipline-là. Et donc, le formateur leur avait dit, en gros, soyez humbles. Enfin, c'était un peu l'injonction, soyez humbles. C'est-à-dire que vous venez là, venez comme si vous étiez novice et que vous veniez apprendre. N'arrivez pas comme si vous saviez déjà tout, etc. Et elle me disait, et première question que quelqu'un pose, eh bien, cette personne se fait tacler en mode... Non, mais ça, c'est une question de débutant. C'est quoi cette question? Et typiquement, c'est des injonctions contradictoires avec du coup des réactions en face contradictoires. D'un côté, sois humble et bien comporte-toi comme quelqu'un de débutant. Et de l'autre, bah en fait, dès que tu vas te mettre dans cette posture de débutant et que tu vas oser poser une question, mais je vais te dire que non, là, c'est pas bien, t'es pas à la hauteur. La personne, elle sait plus ce qu'elle doit faire et où elle doit se positionner. De la même manière qu'on peut avoir ces injonctions à l'intérieur qui est il faut que je m'affirme, je vais m'affirmer, je vais poser mes limites et en même temps, on m'a appris à être dans la communication non violente, à ne pas créer de conflit, à ne pas blesser l'autre. Je ne sais plus où me positionner. Et donc, on arrive dans des situations où les personnes sont complètement tiraillées et souvent, elles en sont même pas conscientes. C'est-à-dire que ces sources de souffrance, je ne sais pas si vous le voyez dans vos accompagnements, on en reparlera peut-être après pour ceux qui restent sur le Zoom, souvent les gens ne voient même pas en fait qu'ils sont dans ces situations-là. À la limite, ils voient une des injonctions, ils arrivent à la voir, mais ils ne voient pas l'injonction paradoxale en fait à laquelle ils se soumettent en même temps. Ah ça y est, je vois les commentaires. Au bout de 25 minutes, il était temps. Damien, salut du coup. Damien, tu dis, arrive pile quand tu parles des injonctions, qu'est-ce qu'on a pu en parler? Oui. Mais oui, parce que c'est vraiment hyper présent et les gens, encore une fois, ne les voient pas. Alors justement, on va parler de comment en sortir et comment les voir. Parce que c'est hyper important en fait de se rendre compte, de mettre de la conscience sur l'existence de ces injonctions à l'intérieur de nous, l'existence de ces injonctions à l'extérieur de nous, parce que je vous disais c'est à travers nos filtres, mais c'est aussi des réalités. On l'a vu avec la période sanitaire qu'on a passée, où on a eu des injonctions contradictoires et c'est ce qui a mis les gens dans un état de stress aussi énorme parce que d'un côté, parfois on disait non, pas besoin de masque, puis après il faut un masque, puis non, c'est pas dangereux, puis oui, on va tous mourir. Puis à un moment donné, les gens, ils savent plus où ils sont et d'ailleurs c'est ce qui fait que les gens... C'est aussi une technique de manipulation, hein, parce que les gens perdent leur discernement à force d'être complètement perdus dans je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. En fait, ils restent figés et puis du coup, ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et c'est ce que créent d'ailleurs les injonctions paradoxales dans notre vie quotidienne, c'est qu'à certains moments, on ne sait plus ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, et du coup, on se fige et c'est l'extérieur qui va avoir le pouvoir de nous dire maintenant, tu vas faire ça, maintenant, tu vas te mettre au régime, maintenant, tu vas faire du yoga, maintenant, tu vas faire ceci, faire cela. Gaëlle, tu dis ouf, dans la formation Libé, toutes mes questions ont toujours bien été accueillies. Ben oui, évidemment, parce que toutes les questions, d'abord, elles ont forcément une raison d'être, des questions. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas clair, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est peut-être pas complet, et puis ça veut dire surtout que si quelqu'un se pose la question, il y a potentiellement autant de personnes que de membres de la formation qui se posent la question. Et très souvent, c'est le cas. Non, c'est sûr que les questions sont toujours bonnes. Valérie, les injonctions paradoxales dans le monde du travail sont le pire fléau actuel. Dans le mal-être au travail, on retrouve cette cause dans 90% des cas. Exactement, oui.
Et bah oui, oui, dans le monde du travail, moi je sais, et puis il y a les injonctions contradictoires aussi entre, quand je vous parlais de comment elles se créent et d'où elles viennent, on ne peut pas rentrer dans le détail en 30 minutes, c'est un sujet qui est super vaste, mais il y a aussi le paradoxe des injonctions, enfin, des injonctions positives qu'on porte en nous et des injonctions extérieures. C'est aussi ce qu'on peut retrouver au travail, qui va faire que, par exemple, j'ai mes injonctions propres qui sont liées à mes vraies valeurs, et puis je vais avoir les injonctions extérieures au travail où on va me demander de me comporter de telle ou telle manière, et ça vient en contradiction, et je suis en tension. Si je prends mon propre exemple, une des raisons de mon burn-out, mais c'est pas la seule, de toute façon un burn-out c'est multi, on fera peut-être un live sur ce sujet-là, mais c'est multifactoriel, c'est jamais que lié au travail, c'est aussi lié à des choses beaucoup plus personnelles. Mais si je prends mon propre exemple, bien, j'avais des valeurs humaines fortes, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais allée dans les ressources humaines, parce qu'il y avait le mot humain, et j'avais des valeurs humaines fortes, et en même temps, l'environnement dans lequel les entreprises évoluent fait que les valeurs humaines, elles étaient de moins en moins présentes. Donc à la fois, j'avais mes valeurs propres et en même temps, j'avais des comportements au travail liés à des injonctions. Tu vas faire un plan social, tu vas licencier toutes les personnes qui ont tel âge ou qui sont entre tel et tel échelon, etc. Et en même temps, moi, dans mon cœur, ça me brisait le cœur de faire des choses comme ça. Et j'étais dans cette injonction intérieure qui était positive, la mienne liée à mes valeurs, et ces injonctions extérieures, que je vivais ça comme une souffrance en fait. Bref. Donc les injonctions paradoxales, elles sont aussi liées à ça, elles peuvent être liées à ce qu'on porte et ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça crée des tensions intérieures. Alors, Camille, tu disais, ah, comment on s'en sort? Oui, merci Camille. Comment on s'en sort? Alors déjà, s'en sortir, enfin, déjà juste s'en sortir de ces injonctions contradictoires, ça veut dire je me reconnecte à moi-même, vraiment, à qui je suis véritablement, et je m'autorise à être ce soi auquel je me reconnecte justement. La première étape, c'est la mise en conscience. Moi, de toute façon, vous me connaissez, enfin pour les personnes qui me suivent, vous me connaissez. Moi, la mise en conscience, c'est le truc, c'est primordial. On ne peut pas travailler, débloquer des choses si on ne fait pas remonter à la conscience déjà dans un premier temps. Même si on veut travailler sur l'inconscient et sur les blocages qui sont cristallisés au niveau inconscient, il faut que ça remonte à la conscience pour qu'il y ait un travail qui se fasse globalement et que le mental aussi embarque dans le travail de libération. Donc d'abord, il y a la mise en conscience. Et ça, c'est pas simple parce que c'est ce que je disais, parfois, on voit même pas qu'on est dans ces injonctions paradoxales et contradictoires. Donc c'est important d'être accompagné, d'avoir aussi quelqu'un d'extérieur qui va venir mettre la lumière dessus parce qu'à travers ce qu'on va lui décrire de ce qu'on vit, cette personne qui est extérieure, qui n'est pas dedans, elle va être capable de le voir. Et nous, en tant que thérapeute, c'est notre rôle de voir ces injonctions paradoxales, de pouvoir justement accompagner, donc on va y venir, la personne à se rendre compte qu'elle est là-dedans et que ça la met dans un état de souffrance et que ça la fait aussi être perdue, s'être perdue de vue, être déconnectée de qui elle est. Et ça peut se faire donc par l'échange parce que vous le voyez dans la formation Libé, puisque, enfin Camille, tu es en début de formation, mais c'est justement tout ce qu'on apprend à développer dans la formation, c'est d'avoir justement cette capacité à travers ce que les personnes vont venir nous déposer de leur vie, de leur situation, de pouvoir tout de suite faire les liens et voir d'où ça vient et où sont ces injonctions. Et au-delà de ça, au-delà de l'échange, bien, il y a aussi le ressenti. Parce que la personne, en réalité, elle sait, elle porte tout en elle, ces injonctions paradoxales, elle les vit au quotidien. Donc, elle les a à l'intérieur d'elle. Donc, avec les états de conscience modifiés ou des visualisations un peu profondes,
la personne va pouvoir en fait les mettre en évidence. Par exemple, dans une situation donnée, mais il faut que le thérapeute il ait pu déjà voir où était l'injonction paradoxale. C'est pour ça que je dis souvent, le thérapeute, il ne sait pas mieux que son client, mais par contre, parce que c'est son client qui a sa vérité intérieure, mais par contre, le thérapeute, il doit avoir un temps d'avance sur son client pour pouvoir accompagner son client à avancer vers la résolution de sa problématique. Sinon, c'est le client qui va balader le thérapeute et le travail va être soit impossible, soit très très long. Donc, emmener la personne dans un état de conscience modifié, dans une visualisation, dans le cadre d'une situation, moi c'est comme ça que je fais, dans le cadre d'une situation, et puis lui faire en fait connecter avec ces deux, comment dire, ces deux personnalités en fait, ces deux masques ou ces deux attitudes. Voilà, quand j'incarne la femme ou l'homme qui va réagir ou se comporter comme ça, comment je me sens? Quand j'incarne l'homme qui va se comporter comme ci, comme ça, comment je me sens? Et la personne va pouvoir se rendre compte en allant justement comme s'ancrer dans chacune des postures, elle va pouvoir déjà se rendre compte que ces deux postures existent en elle et elle va pouvoir se rendre compte qu'il y en a une des deux dans laquelle elle est vraiment pas bien. Ça va lui permettre à la fois de prendre conscience que ces injonctions paradoxales existent et ça va lui faire prendre conscience de celles dans lesquelles elle est dans la mauvaise posture pour elle, celles qui nécessitent de la force, de la contrainte, et puis de se rendre compte qu'il y en a peut-être une dans laquelle elle se sent beaucoup plus légère, beaucoup plus en phase avec elle-même. Et moi, je propose souvent aux personnes de créer leur propre voix finalement, de créer... c'est difficile de vous le décrire comme ça, mais de se connecter à une autre voix. Ce serait quoi si elle s'écoutait, la personne? Comment elle se comporterait dans telle ou telle situation? Si elle sortait de ce masque, de cette personnalité, de cette attitude, si elle sortait de l'autre aussi, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment elle serait? Et qu'elle le vive et qu'elle le ressente pour qu'elle puisse aller chercher en elle les points de connexion qui l'amènent à être vraiment elle dans telle ou telle situation. Après, il y a la question de... c'est important aussi d'accompagner la personne, je trouve, à identifier d'où ça vient, d'où viennent ces injonctions. C'est pareil, c'est pour le faire remonter à la conscience. Ok, une fois que la personne, elle a pu identifier, alors, comment? Soit parce que le thérapeute, avec de l'échange, des outils qui associent le mental, va être capable de faire prendre conscience à son client d'où ça vient. Ça, c'est très souvent... tu verras aussi Camille, hein, très souvent, voilà, justement dans les thérapeutes libés, c'est ce qu'on apprend. Donc du coup, le thérapeute voit tout ça. Mais le truc, c'est que la personne, elle... encore une fois, elle a besoin de le ressentir. Donc c'est pareil, avec des protocoles, des états de conscience modifiés, des visualisations. Vous pouvez faire des visualisations, d'amener la personne à ressentir quand je me connecte à telle ou telle injonction, d'où elle vient, d'où elle me vient, où est-ce que je l'ai prise. Et quand la personne est dans cet état de conscience modifié, élargi, parce que c'est ce qui permet d'être à la fois dans la conscience et en connexion avec son inconscient, ça va faire émerger en fait les choses. Elle va voir apparaître son père, il y a des souvenirs de choses qu'elle a vues, qu'elle a entendues, elle va voir émerger sa grand-mère, son grand-père, et là elle va pouvoir se dire ok, donc cette injonction-là, je ressens qu'elle vient de là. Et là, ça va lui permettre ensuite derrière d'aller se libérer, on va pouvoir l'accompagner à se libérer. Alors, il y a plein de techniques, hein. Ça peut être avec des mantras, ça peut être avec du journaling, le fait d'écrire aussi, permet de se libérer des choses, d'écrire ce dont on a pris conscience, ce dont on ne veut plus, ce vers quoi on va aller, et puis de se reconnecter à ça régulièrement. Ça passe aussi par des libérations,
symbolique, dans des états modifiés de conscience, toujours sous forme de visualisation, couper les liens avec les injonctions. Ça peut être de couper des liens avec les personnes qui nous ont transmis ces injonctions. Ça peut être de retourner au contact. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais des personnalités et des masques dans telle ou telle situation. De retourner au contact de cette personnalité qui nous correspond, de ce masque qui nous correspond, celui dans lequel on se sentait le plus léger, le plus agréable, d'y retourner, puis de refusionner avec, et puis d'ancrer ça à l'intérieur de nous, ou de le faire ancrer à notre client, de couper avec les autres personnalités avec lesquelles elle a pu connecter, et de ressentir. C'est important de faire ressentir à la personne. Par exemple, on peut aussi, pour qu'elle prenne conscience de ses injonctions, si quelqu'un est dans un état un peu méditatif, voilà, posé, vous savez, hein, beaucoup d'entre vous sont sophrologues ou hypnothérapeutes, vous savez amener les gens dans cet état-là, de leur dérouler en fait les injonctions et de les laisser ressentir qu'est-ce que ça amène dans leur corps. Est-ce que je me contracte? Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je ressens du stress, de la souffrance? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je suis triste? Et que la personne ressente. Le ressenti, c'est hyper important. La mise en conscience avec le mental est importante, mais le ressenti vient comme ancrer en fait cette prise de conscience. C'est comme ça vient confirmer ce que j'ai pu, je crois que je vois plus vos commentaires, ce que j'ai pu mettre en évidence avec mon thérapeute. Attendez, je vais voir. Dites-moi si vous avez, si c'est clair. L'idée, c'est ça, c'est quand un client vous parle de lui, de ce qu'il vit, soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit et de comment il vous le raconte. Ayez voilà, cette attention à quelles sont les injonctions en fait auxquelles il est en train de répondre. Alors, parfois il n'y en a pas de contradictoire, parfois on est juste en train de répondre à des injonctions qui ne nous correspondent pas, ou à des injonctions qui nous correspondent très bien. Mais parfois, il y a ces injonctions contradictoires, et ça c'est notre job hein, de pouvoir les voir pour accompagner notre client à l'amener en fait à en prendre conscience. Et je sais qu'aujourd'hui, toutes les approches thérapeutiques ont beaucoup évolué, et on est passé, j'en parlais, je ne sais plus avec qui, on est passé de thérapies qui sont totalement mentales, analytiques, à des thérapies qui sont devenues très corporelles, énergétiques, dans le ressenti. Et moi, je crois sincèrement que les deux sont nécessaires. C'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que je forme les thérapeutes à la Libé, c'est que on est un être entier, on n'est pas que énergétique, on n'est pas que un corps émotionnel, on est aussi un corps mental. Et notre mental, en tant qu'humain, il est hyper présent et il est hyper important. Et on ne fera jamais devenir un humain, un être totalement énergétique ou totalement émotionnel. Ça, c'est utopique. C'est aussi et beaucoup un être mental. Donc, c'est important de passer par son mental. Donc c'est important d'accompagner la personne à prendre conscience déjà mentalement de ce qui se joue en elle, de ce qu'elle porte en elle. Et quand déjà elle en a pris conscience, après, je trouve que c'est hyper important d'aller passer dans l'émotionnel, dans le cellulaire, dans le ressenti, dans le corporel, parce qu'effectivement, c'est ce qui va faire que la personne va faire « Ah mais ouais, c'est-à-dire je l'ai compris ».
Et maintenant, je le ressens. Et alors là, quand il y a le match compréhension et ressenti, la personne, c'est bon, elle peut avancer. Et du coup, on peut aller la faire travailler pour couper ça. D'où ça vient? Je le coupe. Je m'en détache. Alors Valérie, tu dis oui, c'est clair. Michel, c'est clair. Séverine, tu dis que c'est bon. Julie, hello Julie. C'est clair, hyper intéressant, tant mieux. C'est difficile de traiter un sujet de manière aussi courte. Gaëlle, tu dis j'adhère à être soi. J'ai quand même l'impression que parfois il y a des contraintes extérieures fortes qui nous imposent des choses qui ne sont pas raccord avec nous. Et ceci dès le plus jeune âge, ne serait-ce qu'avec l'école par exemple. Dans ces moments-là, l'impression de ne pas pouvoir agir en raccord avec soi m'interroge. Tout est possible, Gaëlle. Regarde le nombre de personnes aujourd'hui, notamment dans le développement personnel, qui font le unschooling. Le nombre d'enfants qui aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui ne vont pas à l'école parce que les parents disent non, moi je veux pas que mon enfant je veux qu'il vive à son rythme, je veux qu'il explore le monde, je veux qu'il apprenne différemment, ou les écoles alternatives aussi, type Montessori et autres. Il y a de plus en plus de gens, donc tout est possible. Le truc, c'est que faut pas se leurrer, on est conditionné. L'autre jour, je voyais, je sais plus qui c'était, qui disait le système est fait pour qu'on soit dépendant du système et qu'on ait l'impression de ne pas pouvoir en sortir, sauf à être complètement exclu et marginalisé. Et c'est vrai, mais la réalité, c'est que en réalité, c'est possible. Et il y a plein de gens, Pierre Rabhi l'a fait, et d'ailleurs, il disait, je l'ai fait, j'ai sorti mes enfants du système, puis finalement, mes enfants, ils sont devenus, je sais plus, je crois qu'il a un fils qui est devenu musicien, il me semble, puis l'autre, je sais plus ce qu'il faisait. Et il disait finalement, ils ont créé aussi la vie que eux voulaient, et le fait que moi je sorte du système ne les a pas marginalisés. Valérie, tu dis je suis d'accord, il faut les deux. Anna, le problème d'une injonction contradictoire est qu'il y a souvent une grosse part de déni et même de protection interne pour défendre les deux injonctions. Ça a été extrêmement visible ces derniers temps avec les mesures sanitaires par exemple. Tout ça pour dire compliquer la phase de conscientisation. Parfois, poser le doigt là où est la contradiction, c'est déclencher une levée de bouclier. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et pour certaines, il faut aller en douceur. Je suis d'accord avec toi, je crois que ce qui s'est passé au niveau politique, sanitaire et social pendant 2 ans, oui, c'était ça. Et d'ailleurs, je pense que là, bon, vous allez du coup forcément, je vais dévoiler ce que je pense de la situation, et à la limite, peu importe, mais moi, ce que j'ai vu, c'est aussi des gens qui, à un moment donné, ont suivi le mouvement, les injonctions qu'on leur a données, parce qu'ils étaient dans la peur, dans le stress, et je le comprends, vu tout ce qu'on nous a montré. Même moi, j'ai traversé ces moments de peur et de stress. Et du coup, ils ont suivi, puis ils sont allés se faire vacciner 1 fois, puis 2 fois, et puis je sentais dans certaines discussions qu'à un moment donné, ils avaient des doutes sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon pour la santé. Mais en fait, c'était tellement compliqué pour eux de se dire que depuis le départ, ils sont soumis à une injonction qui en fait n'était pas ok pour eux, qu'ils ont préféré continuer comme pour se dire ok, je suis sur la bonne voie. Mais bon, il y a eu, voilà, mais c'est vrai, tu as raison, c'est-à-dire que les gens peuvent se mettre en défense parce que tu es en train de leur montrer qu'ils sont en train d'aller dans... En fait, les gens, mais c'est comme les gens que tu essayes de faire rentrer dans le développement personnel alors qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller là-dedans. Ce que tu es en train de leur montrer, c'est qu'ils ne sont pas alignés avec qui ils sont, qu'ils ne sont pas forcément heureux. Toi, tu le vois. Parfois, on le voit dans les gens qu'on accompagne ou dans nos familles, nous qui sommes accompagnants, voilà, dont c'est le métier, on peut voir nos familles, nos amis, et on voit qu'ils sont parfois pas heureux, qu'ils sont pas alignés entre qui ils sont, ce qu'ils font. Mais voilà, chacun y va à son rythme. Le truc, Anna, c'est de pas forcer les gens. Quelqu'un qui vient te voir, qui est vraiment en quête de sens, qui a vraiment envie d'aller
d'aller se reconnecter à lui-même, va être beaucoup plus ouvert à ça, même si ça peut être difficile, va être beaucoup plus ouvert à aller mettre le doigt sur ces choses-là que quelqu'un effectivement que tu vas essayer de forcer. Tout est aussi, c'est aussi important de respecter le rythme de chacun. Céline, oui, ben, je pense Céline qu'on travaille de la même manière toutes les deux. Donc je suis pas très étonnée que tu sois raccord. Damien, je vais peut-être sembler extrémiste, mais si la vie m'a bien appris quelque chose, c'est que c'est pas à nous de ne plus être dans notre moi, mais bien aux autres d'accepter qui nous sommes. Oui, c'est ça. Et puis les gens qui ne veulent pas être en lien avec nous parce qu'on ne leur correspond pas, en fait, ils ont le droit, d'une part. Et puis surtout, nous, ça ne doit pas nous, mais c'est super difficile, ça ne doit pas nous faire nous remettre en cause par rapport à notre propre valeur. Parce que on peut pas, on est combien de milliards d'êtres humains sur Terre? 7 ou 8, je sais plus. On va dire 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Moi, Stéphanie, je peux pas plaire à 8 milliards de personnes, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. On correspond pas à tout le monde. Oui, ce sera plus nous la marge. La libre adhésion. Ok, bon, on va s'arrêter là parce que comme d'habitude, on n'a pas tenu, je n'ai pas tenu. Donc, je vous ai mis le lien directement en haut ou en bas du post, enfin dans le texte. Je vais vous le remettre en commentaire pour les personnes qui veulent me rejoindre sur Zoom, les thérapeutes. Qui ont envie voilà, qu'on échange sur ce sujet-là par rapport à vos accompagnements, puis peut-être qu'on aille plus loin justement dans comment s'en sortir, comment travailler là-dessus. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous attends de l'autre côté. Et puis pour tous les autres, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!